L'écho du silence. Prologue que chute du miroir. Le silence dans l'open space n'était pas lui tenait une pression palpable. Dense comme le vase après les marées. Chaque clic de souris. Chaque tapotement de clavier résonnait comme un coup de marteau sur une pierre froide, pour Élise. Moreux, ce silence était assourdissant. Il avait remplacé les murmures animés avec les plaisanteries légères qu'utilisent encore trop de semaines. Formait les bandes-son de son quotidien chez Innovatech. Elle fixe l'écran de son ordinateur. Le rapport trimestriel sur la rétention des talents clignote au rouge vif, ironique réel. Elle avait passé 6 mois à compiler ces données que de selon eux. Pointait du doigt une culture toxique ancrée au sommet. 3 semaines plus tôt, elle avait envoyé le mail, l'objet. Fraude clinique et signal officiel de comportement inapproprié, Monsieur Dubois. Le destinataire était le pédiste, Monsieur Valmont, et les directions des ressources humaines. Le contenu était précis, factuel, détail, témoins de micro-agressions. De commentaires dégradants sur son apparence. De mise à l'écart systématique lors des prises de décision clés. Le tout orchestré par son supérieur direct, Marc Dubois, directeur du développement. Elle avait agi par devoir. Mue par une lassitude accumulée, rage froide qu'une jeune femme brillante ne puisse. Progresser sans se plier des rituels archaïques, elle croyait au système. Elle croyait aux politiques de tolérance zéro affichées sur les murs en verre de l'entreprise. Aujourd'hui, elle savait que les politiques n'étaient que de l'encre sur du papier, le système. Dans son ensemble avait choisi son camp. Le sien était devenu le silence. Le verdict silencieux. Chapitre 1, l'ombre de l'enquête. L'enquête fut rapide, trop rapide. L'été RH d'Isabelle Leroux, une femme aux tailleurs impeccables de regard fuyeux. Menait les entretiens dans des salles de réunion horizon paradoxalement sans fenêtre. Dubois jouait la carte de l'incompréhension blessée, et lisait une jeune femme sensible, Jeanne. Style direct, mais je les considère comme une fille, c'est de la camaraderie. Les collègues qu'Élise avait cru solidaires belges avec qui elle déjeunait souvent tout saufée. Qu'elle avait couché sur un projet difficile se rétractèrent avec une prudence admirable. Je n'ai rien vu de vraiment méchant, Élise murmure les belles lors de son entretien. Évitons son regard, peut-être qu'il était un peu maladroit. Élise réalisait que le dénonce n'était pas seulement accusé. C'était forcer les autres de choisir, dans le labyrinthe corporatif. Choisir l'outcast était un suicide professionnel. Chapitre 2, l'effet miroir inversé. La décision arrivait une semaine plus tard que Marc Dubois était réaffecté temporairement d'un projet stratégique externe pour préserver l'harmonie de l'équipe. Il était là de promu loin de regard. Élise fut officiellement félicité pour son courage civique lors d'une réunion générale du département. Un discours bref prononcé par le PDG Valmont, dont les yeux semblaient fixer un point juste au-dessus de sa tête. Le lendemain, le changement fut brutal. Son poste de chef de projet fut attribué Fantois qu'un collègue moins expérimenté, mais qui avait le dos de complimenter sans retenue les cravates de Dubois. Ses accès aux serveurs critiques furent étrangement limités, les invitations aux réunions importantes cessaient d'arriver. Elle devint un fantôme actif, et l'été elle buvait son café. Mais elle n'existait plus dans le flux de communication. Bon, je l'utilise, dit un jour Sophie passant devant de voix monocorde. Ses écouteurs fermement vissés, Sophie ne l'avait jamais ignoré auparavant. Élise essayait de plaisanter au travail sur le dossier X. Sophie haussait légèrement les épaules, je suis aux zones de concentration, puis elle accélérait le véritable de l'équipe Fouillerie reprirent dès qu'Élise furent de portée sonore. Chapitre 3, la ligne invisible. Élise comprit les règles tacites, elle n'était pas renvoyée. Elle était isolée. L'ostracisation est une technique de management redoutable. Car elle ne laisse aucune trace juridique. Elle tentait de se raccrocher de son travail et luttant pour maintenir la qualité de ses livrables. Mais les informations cruciales lui parvenaient trop tard. Les chiffres clés étaient erronés car personne ne prenait les peines de vérifier ces requêtes. Elle était mise en échec par la non-coopération. Un soir, elle reste tâche de bureau plongé dans les pénombres. Essayant de récupérer affiché manquant, Marc Dubois ventre clair décontracté. Tenant un sac de sport. Élise, toujours au travail, c'est une qualité. Mais attention et ne te s'épuise le petite. Elle se redresse le cœur serre, Monsieur Dubois. J'ai besoin de des validations du bus de l'équipe marketing pour boucler mon rapport de fin de mois. Il s'approche et pose une main légère sur son épaule. Il retirait rapidement comme s'il avait touché un radiateur chaud. Tu devrais voir Isabelle des RH, elle gère les transferts de charges après les réorganisations. Il sourit un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Tu as fait ton devoir civique, maintenant laisse les adultes gérer les affaires d'adultes. Le condescendant paternalisme était pire que la colère, c'était la confirmation que son acte, censé être héroïque, était perçu comme une interférence naïve dans un ordre établi. Partie 2, l'art de la guerre froide. Chapitre 4, les recherches d'alliés. Élise cherche des alliés, et elle envoyait des messages privés d'anciens soutiens. Des femmes qui avaient réussi dans l'entreprise. Laure est une responsable financière qu'elle admire, répondit après 3 jours. Élise, je suis désolé, je te soutiens moralement. Mais je ne peux rien faire de plus, j'ai 2 enfants et un prêt immobilier, saisis cette opportunité pour passer d'autre chose. Le cynisme ambiant était les véritables menaces, les peurs du licenciement étaient plus fortes que le sens de la justice. Elle se tournait vers l'extérieur, et contacta le syndicat, le représentant syndical Monsieur Bernard.
fut courtois et pessimiste. Nous avons bien noté votre trait, Madame Moreau. Le problème, c'est que l'entreprise respecte les formes légales, Dubois est parti. Vous avez été félicité, si nous attaquons sur le harcèlement moral consécutif. Il faudra prouver l'intentionnalité de l'ostracisme. Ce sont des milliers de mails analysés, c'est long. Coûteux et vous serez seul le payer au début. Chapitre 5, le poids de la réputation. Le bruit se propageait au-delà des murs d'Innovatech, le monde de tech n'était pas si vaste. Lors d'un déjeuner avec une ancienne camarade de promotion devenue consultante externe, le ton changea dès qu'Innovatech fut mentionné. Élise, tu travailles toujours là-bas? J'ai entendu dire que tu avais mis Dubois pour l'embarras. J'ai dénoncé des faits graves, corrigé Élise, la gorge sèche. Bien sûr, mais tu sais comment ça marche. Dubois était un pilier pour Valmont, retouchant. Glace touche les chaînes de valeur, les jeux n'aiment pas les perturbations, ils te verront comme quelqu'un de problématique. Le mot problématique lui reste au travers de la gorge, c'était le nouveau terme codé pour celle qui refuse de se taire et de jouer le jeu. Chapitre 6 fait la tentative de sauvetage interne. Isabelle Leroux, les DRH, convoque Élise pour un entretien de suivi. Élise, je vois que ton intégration actuelle est difficile, nous voulons t'aider, nous pouvons te transférer. Au département des projets spéciaux, c'est un poste avec moins de visibilité immédiate. Mais une bonne opportunité de rebondir. C'était une rétrogradation déguisée d'un exil dans un placard administratif. Loin des dossiers lucratifs. Quel est le périmètre de ce poste? Elisabeth a demandé Élise et ses mains crispées sur son sac. Très indépendant, peu de réunions d'équipe, juste de la documentation historique. Donc je passe du rôle de chef de projet à celui d'archiviste. Isabelle soupire et perd un peu de son vernis professionnel. Élise. Je suis désolé, Marc Dubois est un homme important, vous avez déclenché une crise interne. L'entreprise a besoin de retrouver sa stabilité, si vous acceptez cette mutation. Nous vous promettons une évaluation juste de 6 mois, si vous refusez nous devrons examiner si vos compétences actuelles correspondent toujours aux besoins de l'entreprise. C'était un ultimatum voile tout l'exit ou le licenciement pour incompétence déguisée. Partie 3, les radicalisations du combe. Chapitre 7, le pari de la transparence. Élise refusait les mutations, elle sortit du bureau de VTRH avec une résolution glaciale, si elle devait être mise sur la touche autant que ce soit pour une raison qu'elle pourrait contrôler. Elle contacta un avocat spécialisé dans le droit du travail et les affaires de discrimination. Maître Dubois sans lien de parenté avec Marc. Une femme énergique avec une réputation de jamais reculer devenue une PM revancharde. Accepte le dossier. L'ostracisation est difficile à prouver, expliqua-t-elle. Nous devons documenter chaque incident, chaque absence d'information. Chaque tentative d'isolement, nous allons devoir transformer ce silence en bruit juridique. Élise commence à enregistrer systématiquement toutes ses interactions professionnelles. Au moins que ce ne soit illégal dans ces juridictions législation française sauf accord contraire. L'enregistrement unilatéral privé permis mais public c'est plus complexe. Elle se concentrait sur les preuves écrites et mails réponse. Les modifications de son accès et les ordres de mission contradictoires. Chapitre 8 de la guerre des mails. L'avocate conseille d'intégrer Valmont Isabelle Leroux dans tous les échanges cruciaux. Elle devait rendre impossible pour l'entreprise de prétendre qu'elle n'était plus court de ses difficultés. Elle envoya un mail à toute son équipe, y compris les anciens collaborateurs qui l'ignoraient. Objet de clarification des responsabilités projet Alpha nécessite confirmation de lecture. Bonjour à tous afin d'assurer des continuités. Je confirme que le responsable de la livraison finale du projet Alpha est désormais Antoine. Je sollicite des mises à jour régulières sur l'avancement des modulaires. B.3C2, veuillez confirmer les bonnes réceptions de cette directive. Les réponses furent minces et protocolaires. Antoine répondit par un simple reçu, personne n'ajoutait un mot de soutien. Le lendemain, Élise reçut une convocation de VTRH. Vos communications directes avec l'équipe sont passées. Par le chef de projet désigné sont considérées comme du contournement hiérarchique. L'entreprise est piégée dans une boucle si elle travaillait ce qu'elle était isolée. Si elle essayait de travailler avec les autres, tel outrepasser son autorité. Chapitre 9 à de murs de la douleur. Le stress commençait à se manifester physiquement, insomnie, anxiété chronique, elle se sentait constamment observée. Même en allant chercher son sandwich de cafétéria. Le pire fut lors d'une soirée de bureau forcé. Un team building organisé sous haute surveillance, Élise arrive déterminée à ne pas se cacher. Elle se poste seule près du buffet, les groupes se formèrent autour de Marc Dubois. Revenu pour l'occasion qui racontait une anecdote riant bruyamment. Léger évité Élise. Traversons les pièces en faisant de grands arcs de cercle pour ne plus avoir à lui adresser les paroles. Une jeune stagiaire fait visiblement mal les yeux s'approcha timidement. Mademoiselle Moreau? J'aime beaucoup votre travail sur le rapport annuel le dernier. Avant qu'Élise ne puisse répondre, le superviseur de la stagiaire intervint. Souriant de manière forcée, clair. J'ai besoin de tout pour finaliser le tableau de KPI. Tu sais les priorités. Les reculs avec les yeux remplis d'excuses silencieuses. Élise comprit, l'ostracisme n'était pas seulement une absence de parole. C'était une pression active exercée par la hiérarchie pour garantir que l'isolement soit total.
Il y avait une menace implicite pour quiconque s'approcherait de l'intouchable. Partie 4. L'escalade et le prix personnel. Chapitre 10. Et bataille juridique initiale. Maître Dubois dépose une plainte pour harcèlement moral et discrimination sexiste subséquente. L'entreprise répliqua avec une défense standard blanque et interne avait été menée de bonne foi. Et les difficultés d'intégration d'Élise étaient dues à une incapacité à s'adapter à les nouvelles Structure organisationnelle. Le coût financier de l'avocat était colossal. Élise puisait dans ses économies, il vendit une partie de ses actions et contracta après sur son appartement. Elle ne pouvait plus se permettre d'échouer. Elle se sentait jugée par son entourage personnel, ses parents s'inquiétaient. Pourquoi? Cherches-tu plein autre travail, ma chérie? Tu es si intelligente, cette bataille va te détruire. Si je pars maintenant, répondit-elle. Je valide leur message, je dis que ce qu'ils m'ont fait est acceptable. Chapitre 11. Fuite des données et les tentations. Le temps passait, les procédures judiciaires s'enlisent, Élise était épuisée financièrement. Vif. Un soir. Son ancien collègue Ben, celui qui avait témoigné Paul me contre et le contactait tardivement. Élise. Je sais que je suis un lâche, mais j'ai vu quelque chose. Dubois a mis en place un système de surfacturation sur le projet Horizon qui est frauduleux. C'est lié à ses partenariats stratégiques externes. Je ne peux pas témoigner contre lui sur le sexisme. Mais c'est de l'argent. C'était un dilemme moral aigu, utiliser une affaire de fraude pour se venger d'un abus de pouvoir. Sexiste, était-ce de la justice ou de la pure vengeance? Élise hésita. Si elle révélait les fraudes, elle obtiendrait l'attention nécessaire. Mais elle changerait la nature de son comble. Passant de victime de discrimination lanceuse d'alerte financière. Cela pourrait aussi être vu comme une tentative désespérée de déstabiliser l'entreprise. Entache son intégrité. Elle se rappelait la raison initiale de l'injustice faite aux femmes, elle devait rester concentrée. Sur cette ligne, merci Ben, je ne peux plus utiliser cette information pour l'instant. Mais garde précieusement, je veux que cette entreprise réponde de ce qu'elle me fait subir. Chapitre 12. Le point de rupture. Le point de rupture survint lors d'une réunion publique, Valmont PPDF. Donnait une conférence de presse interne pour annoncer de nouveaux objectifs RS responsabilité sociétale des entreprises. Élise était assise au fond comme d'habitude dans l'ombre. Valmont clore de sa conclusion. Parlait de l'importance de la bienveillance du respect pour faire avancer l'innovation. Élise se leva, elle ne cria pas, ce vous était clé amplifié par le silence soudain de la salle. Monsieur Valmont, qu'entendez-vous par respect? Est-ce le respect que vous accordez à vos employés lorsqu'elles dénoncent des comportements inappropriés? Est-ce le respect que vous montrez en isolant? Puis marginalisons une personne qui a suivi les procédures internes que vous avez affichées sur tous. Les murs? Les salles étaient pétrifiées, les journalistes spécialisés présents pour l'événement sortirent leur téléphone. Valmont devint pâle. Mademoiselle Moreau. Veuillez vous rasseoir, ceci est une réunion officielle. No, dit Élise marchant vers l'avant. Ceci est une réunion publique où l'entreprise se part de vertus qu'elle ne pratique pas. J'ai dénoncé Monsieur Dubois pour sexisme, dès le résultat, je suis ici de se marginalise. Tandis que l'agresseur est en mission secrète. Un garde de sécurité s'approchait mais Valmont voyait les caméras. Lui fit signe de reculer, il devait gérer les crises immédiatement. Nous prenons vos préoccupations très au sérieux. Élise, les réformes de votre intervention ici est inacceptable. L'inacceptable c'est d'avoir dû choisir entre mon silence et la carrière. Partie V, les confrontations et les conséquences. Chapitre 13 de médiatisation. L'incident de la conférence de presse fit exploser l'affaire. Un journaliste de la presse économique qui avait déjà enquêté sur la culture d'Innovatech publiait un article single intitulé Innovatech. Pour le tolérance zéro devient tolérance zéro pour les victimes. L'article cité Élise décrivait l'ostracisme et mettait en parallèle les déclarations de Valmont et les situations réelles d'Élise. L'entreprise fut mise sur la défensive, les partenaires commerciaux commencèrent à poser des questions, les pressions venaient de l'extérieur. Isabelle Leroy convoque Élise cette fois avec un avocat d'entreprise. Élise, votre comportement public a rendu votre position intenable, nous vous proposons un accord transactif. Honnête généreux. Une somme importante en échange de votre démission immédiate et d'une clause de non-divulgation. Total sur les faits. C'était la proposition de Rach qu'il voulait acheter son silence à un prix élevé. Chapitre 14. Le choix de la victoire morale. Élise regarde l'offre sur la table, l'argent était tentant. Cela mettrait fin à ses dettes et l'angoisse financière. Et Marc Dubois et les cultures d'entreprise, demanda-t-elle. L'avocat haussa les épaules, Dubois serait réintégré dans un rôle moins exposé, c'est le prix de la paix sociale interne. Donc je reçois de l'argent pour devenir complice de leur hypocrisie. Conclut Élise, non merci, je refuse. L'avocat fronça les sourcils. Vous savez ce que cela signifie? Nous allons vous battre jusqu'au dernier jugement, et pendant ce temps, vous êtes en arrêt maladie prolongé, vous ne travaillerez plus jamais dans cette entreprise. Je ne veux plus travailler dans cette entreprise. Répondit Élise, je veux que justice soit faite. Et que votre mensonge soit exposé au grand jour. Chapitre 15. Le procès et le climat social. Le procès fut un cirque médiatique. Élise, soutenue par Maître Dubois, présentait son dossier fait. Les témoignages souvent rétractés mais dont elle gardait les brouillons initiés surtout.
La chronologie de son éviction progressive après son signalement initial. Marc Dubois-Tarog tenta de la discréditer en suggérant qu'elle avait des problèmes de performance et qu'elle avait mal interprété des blagues légères. Valmont fut appelé les bars, il se concentrait sur le respect de la procédure, insistant sur le fait qu'Elisabeth était accompagnée par les RH. mais c'était le témoignage de Ben, le collègue initial Monache, qui brisait le front de la défense. Sous la pression de l'opinion publique et après avoir reçu des assurances de protection de la part de l'avocate d'Élise Ben avoue avoir été sommé par la TRH de minimiser les agissements de Dubois. Ce fut la preuve que l'ostracisme n'était qu'un accident social mais une stratégie orchestrée. Le juge, dans ses premières réquisitions, se montrait sévère sur la manière dont l'entreprise avait géré le signalement. Chapitre 16. Le coup de la victoire. Après 6 mois de procédure tendue, le verdict au mois, Innovatech fut reconnu coupable de licenciement déguisé pour fait de grève et de harcèlement moral, résultant de la discrimination sexuelle. Les sanctions étaient lourdes, le dommage d'intérêt important pour Élise. L'injonction à l'entreprise de réviser intégralement ses procédures RH sous peine de lourde amende. Marc Dubois fut finalement licencié pour faute grave de fraude financière, qui avait été révélée par des fuites externes pendant le procès, et qui ont rendu son maintien impossible. Élise avait gagné. Elle quitte le tribunal, les projecteurs braqués sur elle. Mais pour les premières fois depuis des mois, elle respirait vraiment. Elle était sortie de l'enfer corporatif, mais le prix était visible. Elle était ruinée financièrement malgré les dommages d'intérêt qui mettraient du temps à être versé épuisé et son nom était désormais associé à un scandale public. Trouver un emploi allait être difficile, car elle était devenue l'incarnation de la travailleuse litigieuse. Épilogue le nouveau paysage. Un an plus tard, Élise ne travaillait plus pour une grande entreprise. Elle avait monté, avec l'aide d'une ancienne camarade qui avait risqué son poste pour lui envoyer des archives. Pendant de procès un cabinet de conseil indépendant, son entreprise sobrement nommée la vigilance. Aider les PME à mettre en place des politiques éthiques et nous de façade. Elle était sollicitée non pas comme employée, mais comme experte comme celle qui avait survécu. Elle croisait parfois d'anciens collègues d'Innovatech dans des conférences, leur regard était différent, il n'y avait plus de mépris, une sorte de respect craintif. Ils avaient vu ce qui arrivait, ceux qui jouaient avec les règles sans craindre des conséquences réelles. Un après-midi, elle reçut un mail anonyme, c'était une femme d'une autre grande société de la région. J'ai lu votre histoire, j'ai suivi votre procès, je suis dans une situation similaire, je le sais. Peu si je peux me battre comme vous. Mais vous m'avez donné le courage de commencer à prendre des notes, merci. Élise sourde d'une fois de plus. L'ostracisation avait été douloureuse et bataille épuisante. Mais le silence brisé avait engendré un écho bien plus puissant que celui d'autres personnes qui, désormais, savaient qu'il existait une issue au labyrinthe. Elle avait perdu son travail. Mais elle avait gagné quelque chose de plus rare, la possibilité de changer les règles du jeu. Pour celle qui viendrait après elle.